Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de Socio Classique qui prolonge et complète un peu l'analyse du dernier épisode de Sociologique sur les réseaux sociaux dans Game of Thrones, et on va revenir sur quelques points qu'on avait laissés en suspens, en particulier sur l'utilité du capital social dans la sphère économique. L'intérêt de ces analyses de type petit monde, c'est en fait d'essayer de mieux comprendre comment se détermine l'accès à certaines ressources pour les individus grâce à leur réseau social. Dans l'expérience de Milgram, c'était simplement comment réussir à faire passer une lettre, et ça peut aussi être comment réussir à trouver un emploi. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites pour essayer de déterminer comment se déroule la circulation de ce type d'informations dans les réseaux sociaux, et j'en parlerai notamment dans un autre épisode. Avant de commencer, quelques petits rappels de rigueur. En sociologie, la notion de capital, elle est très liée à la figure de Pierre Bourdieu, et il faut vraiment la comprendre comme une ressource à savoir mobiliser pour faire partie de l'équipe des gagnants dans le grand jeu de la domination sociale. Bourdieu liste 3 grandes formes de capitaux: le capital économique, Prends des pièces. Prends des pièces. Prends des pièces. Prends des pièces. le capital culturel, et le capital social. Bon, en fait, il y aurait une 4e forme de capital qui serait le capital symbolique, mais ça, on en parlera quand on parlera des pinsons Charlot, donc pas maintenant. Alors du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est la notion de capital social. Bonjour! Le capital social, ça désigne simplement l'ensemble des relations que l'on peut utiliser comme des ressources. Alors, pour être tout à fait précis, la définition de Bourdieu du capital social, c'est ça. Le capital social est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance, ou, en d'autres termes, à l'appartenance à un groupe comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés communes, susceptibles d'être perçues par l'observateur, par les autres ou par eux-mêmes, mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles. Ces liaisons sont irréductibles aux relations objectives de proximité dans l'espace physique, géographique, ou même dans l'espace économique et social parce qu'elles sont fondées sur des échanges inséparablement matériels et symboliques dont l'instauration et la perpétuation supposent la reconnaissance de cette proximité. Ah, du Bourdieu dans le texte, ça a toujours quelque chose d'un peu émouvant, hein. Oui, alors si par émouvant tu veux dire savourer la sensation évidemment délectable de sentir de la purée de cerveau liquéfiée dégouliner promptement de ses oreilles, on peut effectivement parler de prose émouvante. D'autant que ça va, le capital social c'est pas une notion difficile à expliquer, c'est juste la capacité à se faire des potes. Et là encore, il y avait un point après une phrase de seulement 10 lignes, estimez-vous heureux. Cela dit, on va pas s'éterniser sur Pierre Bourdieu, parce que si c'est effectivement l'un des auteurs qui a largement popularisé la notion de capital social, il s'y est en fait assez peu intéressé. De fait, sur les 3 formes de capitaux qu'il a étudiées, c'est surtout au capital culturel qu'il a consacré l'essentiel de sa carrière, et c'est surtout à ce capital-là qu'il a imputé la plupart des mécanismes de la reproduction sociale. En fait, plus qu'une ressource à part entière, ce qu'il dit c'est que le capital social a plutôt tendance à dériver du capital économique et du capital culturel. Il écrit que Quoi qu'il soit relativement irréductible au capital économique et au capital culturel possédé pour un agent déterminé ou même par l'ensemble des agents auxquels il est lié, le capital social n'en est jamais complètement indépendant, du fait que les échanges instituant l'interreconnaissance supposent la reconnaissance d'un minimum d'homogénéité objective et qu'il exerce un effet multiplicateur sur le capital possédé en propre. non, il n'y a pas à dire. Je sens qu'il essaye de me dire un truc là, mais vraiment, il n'y a rien qui passe. Peut-être moi qui suis con, je sais pas. En fait, pour simplifier, ce que dit Bourdieu, c'est qu'en règle générale, on a tendance à se faire des amis dans notre propre groupe social, et que du coup, on a tendance à se faire des potes qui nous ressemblent. C'est ce qu'on appelle l'homophilie. Et par voie de conséquence, le capital social ne nous permet pas vraiment d'accéder à des ressources différentes, mais il a plutôt un effet
multiplicateur sur le capital économique et le capital culturel qu'on possède déjà. Attends, je comprends pas le coup de l'effet multiplicateur là. Ce qui veut dire, c'est simplement que les différentes formes de capitaux donnent accès à des ressources différenciées. Par exemple, si tu veux intégrer le club des propriétaires de yachts, bah t'as pas le choix, il faut que tu aies du capital économique. Et les autres formes de capitaux, ils vont pas t'aider là, hein. Il faut du flouze. A l'inverse, si tu veux être l'invité principal d'un cycle de conférences sur l'institutionnalisation de la marche à pied en Allemagne à la fin du 19e siècle, bon, bah, t'as intérêt à avoir fait 2-3 recherches avant. Et là, c'est clairement ton capital culturel qui va compter, hein. Le capital économique, ça va pas t'aider à rentrer dans le cycle de conférences. Bref, chaque forme de capitaux apporte des avantages et des ressources spécifiques. Mais justement, le capital social, non. Quand tu seras à ton club de yacht, tu vas juste être en contact avec des gens qui ont autant de capital économique que toi. Et à l'inverse, quand tu seras à ta conférence sur l'histoire de la marche au 19e siècle, tu vas être en contact avec des gens qui ont autant de capital culturel que toi. Du coup, en te mettant en relation avec des gens qui te ressemblent, le capital social, il t'apporte pas vraiment de ressources nouvelles. Il ne fait que multiplier l'occurrence des capitaux que tu possèdes déjà. Ah ben voilà, là j'ai compris. Bah la prochaine fois, commence direct par les exemples, hein. Je pense que les logos réverbales de Bourdieu dans le texte, on peut s'en passer. Bon ok, je vais essayer. Mais pour le coup, c'est vrai que le truc de l'effet multiplicateur, il se vérifie pas mal empiriquement. En 1988, il y a François Héran, hein, c'est un sociologue, qui a mené une étude empirique dans laquelle il a étudié les différentes formes de sociabilité dans un échantillon représentatif. Et ce dont il s'aperçoit, hein, c'est que contrairement à l'image d'Épinal qu'on a souvent des grandes sociabilités ouvrières, c'est en fait surtout les cadres qui ont le plus gros capital social, et les ouvriers ont en fait des sociabilités qui sont davantage resserrées autour de la famille, et elles sont d'ailleurs en moins grand nombre que celles des cadres. Et le capital social des plus démunis ne vient pas du tout compenser la faiblesse des autres types de capitaux comme on avait pu le penser par ailleurs. Par exemple, dans son échantillon, les cadres ne représentent que 10% des individus qu'il a étudiés. Pourtant, ils représentent 34% des relations d'amitié et 35% des relations de travail qu'il a étudiées. Là où c'est encore plus intéressant, c'est pour les relations familiales, parce que l'étude montre quand même que les relations familiales sont plus importantes dans le monde ouvrier, là où chez les cadres, effectivement, les relations de travail ou les relations d'amitié peuvent avoir plus d'importance. Mais même quand on prend le cas des relations familiales, elles sont aussi plus nombreuses chez les cadres que chez les ouvriers. À titre d'exemple, ces 10% de cadres, ils concentrent 24% des relations de parenté et 23% des relations de voisinage qui ont été étudiées. Alors qu'à l'inverse, les ouvriers, eux, qui représentent pourtant 35% de l'échantillon, donc ils sont beaucoup plus nombreux, ils ne concentrent que 20% des relations de parenté et 15% des relations de voisinage. Du coup, l'auteur soutient le point de vue de Bourdieu d'un capital social qui serait un effet multiplicateur des autres formes de capitaux. Lui, il parle d'un effet boule de neige, hein, puisque, en fait, avoir une relation entraîne le fait d'en avoir une autre, et en fait, du coup, c'est ceux qui déjà ont le plus de relations qui cumulent le plus de relations à la fin. Du coup, avec Bourdieu, on se retrouve avec les fesses entre deux sièges, puisque d'un côté, on a le sociologue qui popularise la notion de capital social, mais de l'autre côté, il dit que ça sert à rien et il l'étudie pas. Bon, il se trouve qu'on a quand même des travaux un peu plus tardifs qui vont montrer qu'il y a quand même bien un effet propre du capital social. C'est notamment ce qu'a fait Michel Forcé dans une étude de 97 en utilisant les données de l'enquête emploi de l'INSEE de 1994. Ces données, elles permettent notamment de savoir quel a été le mode d'obtention d'un emploi d'un échantillon de 10 000 individus. On a fait en sorte que l'échantillon soit représentatif des personnes ayant commencé à travailler pour leur entreprise moins d'1 an auparavant. Alors 10 000 répondants, ça commence à faire du bel échantillon, hein. Si on se gourre pas sur l'analyse, on peut commencer à dire que c'est du résultat bien solide. Genre solide comme ma... Ben non, on va pas faire cette vanne. Et justement, ce que montre Michel Forcé, c'est que tout le monde utilise son capital social, il n'est pas réservé à une partie ou l'autre de la population. Et il montre justement que c'est bien souvent les moins diplômés qui ont le plus recours, notamment parce que ça leur permet d'accéder à des emplois moins précaires que ceux trouvés par la NPE. Article de 97. Il arrive donc à mettre en évidence qu'il y a bien un effet propre du capital social et qu'il joue toutes choses égales par ailleurs, même si dans son enquête cet effet reste encore moins important que le niveau de diplôme. Non mais du coup, en vrai, il a un effet ou pas le capital social? Tu cites une étude qui dit oui, une étude qui dit non. Et justement, cette longue introduction avait pour but d'en arriver là. Alors qu'on a longtemps relégué au second plan les effets propres du capital social, on en arrive enfin à reconnaître que le capital social a bien un effet sur le destin des individus et plus particulièrement sur leur capacité à trouver un emploi. Et dans ce domaine, il y a un socio-économiste américain qui s'est intéressé à ça avant tout le monde et qui est considéré comme une méga rockstar dans la sociologie des réseaux sociaux, et ce chercheur c'est Mark Granovetter et sa fameuse théorie de la force des liens faibles. Quoi ?
Faut que je dise un truc? Non, bah c'est bon, j'ai fini l'intro là, tu peux envoyer le générique. Ah, ok. Bon, bah alors. Je sais pas moi, comment tu l'envoies ton générique? Alors Granovetter, c'est un sociologue américain né en 1943. Il est aujourd'hui professeur à l'université de Stanford, s'il officie encore. Et c'est une référence incontournable de la sociologie économique parce qu'il développe notamment la théorie de l'encastrement, en anglais il appelle ça embeddedness. Son point de vue, c'est de montrer que loin d'être une partie autonome du champ social, les relations économiques sont profondément encastrées dans les relations sociales. Donc, contrairement au modèle de l'acteur rationnel, l'homo economicus utilisé par les économistes, ce qu'il montre, c'est que toutes les relations économiques, et notamment les relations sur le marché de l'emploi, ne doivent pas être mises à part, mais bien étudiées au sein même des relations sociales. Et c'est bien souvent par son article de 1985 sur la notion d'encastrement qu'on date la naissance de la nouvelle sociologie économique. Stylé. Alors oui, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas son travail sur la notion d'encastrement, c'est son travail sur la notion de réseaux sociaux, qui a donné lieu à un article ultra célèbre publié en 1973 qui s'appelle « La force des liens faibles ». Je sais pas ce que ça veut dire, mais rien que le titre déjà, il claque. Contrairement à Bourdieu, lui, ce qu'il pense, c'est que les réseaux sociaux, et donc le capital social, n'a pas juste un effet multiplicateur sur les formes de capitaux déjà existants, mais joue bien un rôle indépendant sur le destin des individus, et notamment sur leur capacité à trouver un emploi. So if you could show that people found their jobs through social networks, then that would mean that social networks were a big part of where inequality is coming from. Instead of studying, as I wanted to, men and women and blue-collar and white-collar workers, I only studied male professional, technical and managerial workers because that was manageable and it was already as many people as I could possibly handle. Comme il vient de le dire, son étude porte principalement sur des travailleurs qualifiés. Si ça avait été en France, ça aurait été les groupes des cadres et des professions intermédiaires. Après pas mal de travail préparatoire, il se constitue donc un échantillon de 256 cadres. Et ce dont il s'aperçoit, c'est que parmi son échantillon, ils étaient 56%, donc bien plus que la moitié, à avoir réussi à trouver un travail grâce à leur réseau social. Donc déjà, ça semble confirmer pas mal l'hypothèse selon laquelle le réseau social aurait un rôle important à jouer sur le statut des individus. Mais même si cette donnée était déjà intéressante en soi, elle avait besoin d'être étudiée plus finement pour réellement comprendre les modes d'obtention de leur travail par cette population. En faisant passer ces entretiens, Granovetter, il s'est aperçu que les relations qui avaient permis aux individus de trouver leurs emplois, elles étaient assez particulières. A lot of times when people would tell me that they found their job through someone they knew, I would say to them, oh, so you found the job through a friend. And over again, people would correct me and say, no, not a friend, just an acquaintance, just an acquaintance. En fait, ce qu'il a fallu mettre en évidence, c'est que tous les liens sociaux que nous entretenons n'ont pas ni la même force, ni la même importance. Il a donc décidé de faire entrer une dimension supplémentaire dans son étude, la force des liens. Il définit la force d'un lien comme la synthèse de 4 indicateurs. La durée de la relation, l'intensité émotionnelle de la relation, l'intimité du lien entre les individus, et finalement le type et le nombre de services que se rendaient les personnes entre elles. Et en regardant tous ces éléments, il classe les différents liens en 2 catégories. D'un côté, les liens forts, caractérisés par des relations longues, intimes, intenses émotionnellement, et avec un grand nombre d'interactions entre les individus, et de l'autre, les liens faibles, caractérisés par des relations de courte durée, peu intenses émotionnellement, peu intimes et avec un petit nombre de réciprocité entre les individus. Les individus se retrouvent donc soit avec des liens forts, des liens familiaux par exemple, un frère, une sœur, soit avec des liens faibles, un collègue de travail ou un pote de pote par exemple. Est-ce que les chatons ça compte dans les liens forts ? Bah ça va dépendre, est-ce que vous avez une relation intime et réciproque? Ah bah oui, on fait tout ensemble. Eh bah je crois que tout le monde va être ravi d'apprendre que tu chies dans une litière. Bon, après avoir classé tout son échantillon selon ses modalités,
il s'aperçoit que les individus qui trouvent du travail grâce à leur réseau, c'est presque systématiquement grâce à des liens faibles. Les liens faibles sont donc beaucoup plus efficaces que les liens forts pour trouver un emploi, et c'est donc l'explication du titre de l'article, la force des liens faibles. Ça fait quand même hyper classe, hein, y a pas à dire, les Américains, ils savent trouver des noms d'articles. L'explication de ce phénomène est en fait assez simple, et Granovetter passe par la théorie des graphes pour l'expliquer simplement. Cette partie-là, vous la comprendrez sûrement mieux si vous êtes déjà familier de la façon qu'on a de représenter graphiquement les réseaux sociaux et que j'avais déjà présenté dans ma dernière vidéo. Cela dit, restez là, vous verrez, c'est pas sorcier et vous arriverez quand même à suivre. Ou sinon, ce que vous faites, c'est que vous faites pause, Vous allez vous faire un thé, puis vous revenez regarder les 40 minutes de l'épisode précédent en n'oubliant pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Subjugué par tant de brillance, vous vous apercevez que vous avez oublié de boire votre thé, donc vous allez le réchauffer en profitant pour vous admirer dans le reflet du micro-ondes, puis vous revenez poursuivre cette vidéo. Quand on veut représenter le réseau social d'un individu, on représente les individus par des points et les liens entre ces individus par des traits qui relient ces points. Par exemple, ici, A est en relation avec B, C et D. C et D sont aussi en relation entre eux, hein, donc les trois nous forment une clique, et on a simplement B qui n'est pas en relation avec les autres, il est en relation uniquement avec A, ce qui fait que A forme un pont entre B et le reste du réseau. Une arête constitue un pont quand il permet de relier deux parties distinctes du réseau, en gros s'il est un passage obligé pour passer d'un point à un autre. Ici, A est le seul de ce réseau à être en contact avec B, ce qui fait que le lien entre A et B est un pont, puisque c'est le seul moyen d'accéder à B dans ce réseau, qui est évidemment un réseau extrêmement simplifié. Et pour finir, puisque Granovetter distingue les liens forts et les liens faibles, on peut représenter en trait plein les liens forts et en pointillé les liens faibles. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là où ça devient intéressant, c'est que Granovetter va dire que ça, c'est une configuration de réseau impossible. Il appelle ça la triade interdite. Non mais comment ça pète, la triade interdite? C'est vrai que celle-là, elle sonne bien. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ah, c'est sympa, mais j'avais quand même réussi à pas utiliser de contenu copyrighté jusqu'à maintenant. Non mais tu t'en fous, tu monétises pas de toute façon. Ouais, c'est pas faux. Quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire, monétiser? Bon alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette triade, elle est pas interdite au sens normatif, elle est interdite au sens statistique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est quasiment impossible qu'apparaisse une forme de réseau comme celle-ci. Parce que si A partage un lien fort avec B et C, il y a très forte chance que B et C aient entre eux un lien fort ou, à minima, un lien faible. Mais il est très hautement improbable que A ait un lien fort avec B et C et que B et C n'aient pas de lien du tout. Elle est là l'explication, parce que dans cette triade, on a quand même deux ponts, hein, deux passages qui sont obligés si on veut bien faire circuler l'information. Et si elle est impossible, par voie de conséquence, il n'y a que les liens faibles qui peuvent jouer le rôle de pont dans un réseau d'individus. D'où le fait que les liens faibles sont effectivement les plus efficaces, parce que ce sont eux qui nous permettent de sortir de notre réseau, de jouer le rôle de pont, et du coup d'accéder à des informations auxquelles on n'aurait jamais eu accès si on était resté dans le cadre de nos liens forts. When you hang around with your best friends, they tend to know each other, and you form a clique with them, and their best friends are kind of the same as your best friends. So if you want new information, if you want to be clued in on the latest styles or trends or information, then you ought to go to your weak ties, your 7th and 8th best friends. They're in different circles from your circle, and they connect you to those other circles. In a sense, they are your windows on the world. Alors l'hypothèse de la force des liens faibles de Granovetter, elle a été testée plusieurs fois empiriquement, en particulier dans les années 80 par le sociologue Noah Friedkin qui a étudié les réseaux de grands professeurs de biologie. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié le réseau social de professeurs de biologie d'une grande université, donc il a regardé qui se connaissait pas, etc., etc. Et dans son étude, il a relevé 11 ponts, donc qui permettaient de faire le lien entre des individus qui ne se connaissaient pas. Et dans tous les cas, il s'est aperçu que chacun de ces 11 ponts étaient tous constitués de liens faibles.
ce qui semble donc valider empiriquement l'hypothèse de Granovetter. La théorie de la force des liens faibles de Granovetter, elle a immédiatement connu un très large succès dans les années 70 et elle a suscité un très grand nombre de débats et de travaux, soit pour en éprouver empiriquement les hypothèses, comme on l'a vu avec Friedkin un peu plus haut, soit pour essayer d'élaborer une théorie structurale un peu plus large des réseaux sociaux. Dans cette veine-là, le travail le plus connu, c'est celui de Ronald Burt dans les années 90, qui débouche sur la formulation des trous structuraux. Alors, je vais pas m'étendre du tout sur le sujet ici, parce que il se trouve que j'en ai justement beaucoup parlé dans ma dernière vidéo sur les réseaux sociaux dans Game of Thrones, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous référer directement à cette vidéo-là. Ou sinon, ce que vous faites, c'est... Non, c'est bon, ils ont compris, là, on va pas y passer 3 heures. Plus on remet la cloche. Pour aller vite, les trous structuraux, ce sont justement ces personnes qui servent de pont entre deux réseaux, qui sont les passages obligés, et qui permettent justement de faire circuler l'information d'une partie du réseau à un autre. Ce qu'on avait montré dans la dernière vidéo, c'est justement que Jon Snow a une position tout particulière dans le réseau, parce qu'il joue le rôle de trou structural. Et là maintenant, vous savez que la notion de trou structural, elle découle en droite ligne des hypothèses de Granovetter sur la force des liens faibles. Alors, il va quand même falloir nuancer certaines choses parce que je voudrais pas que vous ayez la fausse impression que pour trouver un job, la seule solution ce soit de multiplier les potes de potes sur Facebook. Parce qu'il faut aussi souvent réunir d'autres conditions pour que ça marche, et tes amis d'amis, ils vont pas forcément t'aider à trouver un job. On va te négliger comme l'ami d'un ami. Déjà, la première limite, c'est que la force des liens faibles, elle marche pas partout. Si elle est très vraie aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas au Royaume-Uni, où le recrutement se fait beaucoup plus par annonce, et ça marche pas non plus dans des pays comme l'Espagne, où pour le coup là ce sont les liens forts qui sont véritablement plus importants. Alors ça c'est dû à plein de facteurs sur l'organisation de l'État et du marché du travail que je vais pas développer ici, mais bon, il faut que vous ayez ça en tête. En France, on est dans une situation un peu intermédiaire, où le recrutement par cooptation a moins d'importance aux États-Unis, mais il joue quand même un rôle non négligeable. Ensuite, il y a aussi une différenciation selon les sexes. Rappelez-vous, dans l'échantillon de départ, il n'y avait que des hommes, et ce qu'on s'aperçoit après vérification, c'est que ça marche beaucoup moins bien pour les femmes, qui ont tendance à davantage passer par des annonces ou à des candidatures spontanées que par la cooptation. Et après, si c'est un effet qui se vérifie bien pour les cadres, c'est beaucoup moins vrai pour les ouvriers, qui pour le coup utilisent le plus souvent des liens forts, ce qui les emmène justement à rester dans un univers qui reste proche de leur cadre familial. Ça va être par exemple travailler dans la même usine que papa, du coup ça nous permet pas de s'extraire de son réseau initial. Ouais, donc en gros ton truc ça marche si t'es un hétérosexuel cis blanc vivant aux États-Unis. Pas complètement, mais il y a un peu de ça, ouais. Et en plus, ça marche encore mieux si tu fais partie des hauts revenus. De fait, dans l'étude de Granovetter, on a étudié que les individus qui changeaient de travail volontairement. De fait, les gens qui changent de travail, c'est que s'ils espèrent avoir un travail mieux rémunéré ou plus intéressant que ce qu'ils ont déjà. Ils vont pas changer de travail si c'est pour avoir un truc moins bien. Du coup, de par la sélection de l'échantillon, on se retrouve déjà de base, pas avec des gens qui prennent le premier travail venu simplement pour pouvoir bouffer, mais avec des gens qui ont le temps de se constituer le réseau suffisant pour avoir un travail qu'ils espéraient, ou du moins qu'ils préfèrent à celui qu'ils ont déjà. Du coup, ce dont on s'aperçoit, c'est que les individus qui utilisent leur réseau social pour trouver un emploi, c'est-à-dire qu'ils ont le temps d'amasser un réseau social suffisant, ils sont surreprésentés parmi les hauts revenus. Pour reprendre les données de Granovetter, je vous rappelle, on avait 56% des individus de son échantillon qui avaient trouvé un emploi grâce à leur réseau social. Mais quand on les classe selon leur niveau de rémunération, ce dont on s'aperçoit, c'est que les personnes qui gagnent le plus haut revenu, ils sont 76% à avoir trouvé leur emploi grâce à leur lien faible. Un dernier élément qu'il met aussi en évidence, c'est le temps passé pour se constituer un réseau. Il montre que les personnes qui ont effectivement réussi à atteindre des postes élevés grâce à leur réseau social, ils partagent aussi des caractéristiques sur le temps passé dans les différentes entreprises. Ce qu'il remarque, c'est que ceux qui sont dans leur entreprise depuis très longtemps, ils se sont un peu sédimentés et ils connaissent personne dans les autres entreprises, donc ils peuvent pas utiliser leur réseau pour sortir de leur entreprise. A l'inverse, les personnes qui sont là depuis pas longtemps, depuis quelques mois jusqu'à 2 ans, ils n'ont pas encore assez d'expérience pour s'être constitué un réseau. Et du coup, ceux qui arrivent le mieux à optimiser la constitution et l'utilisation du réseau, c'est ceux qui restent entre 2 à 5 ans dans la même entreprise avant d'essayer d'en sortir. Mais du coup,
Si on s'est fait licencier au bout de 3 mois parce qu'on a organisé un laser game dans l'open space, mais qu'au passage, on s'est fait plein de copains, ça vaut ou pas? Bah pas vraiment, parce que dans ce cas-là, il y a de fortes chances que les gens se rappellent de toi pour organiser leur fête d'anniversaire, mais pas tellement pour te proposer un job. Ah ouais, c'est con. Et sinon, youtubeur, ça paye? Je sais pas, je te dirai si j'en croise un. Du coup, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que pour que la force des liens faibles soit vraiment effective, il faut quand même respecter un certain nombre de conditions. Bon, bah on est pas mal là, je pense que ça va être le moment de faire un petit résumé. La notion de capital social, même si plusieurs sociologues, dont Pierre Bourdieu, l'ont mise en avant, elle a longtemps été ignorée par les sociologues qui ne considéraient pas qu'elle pouvait avoir un effet propre sur la position sociale des individus. On considérait que le capital social n'avait pas vraiment un effet propre, mais qu'il avait plutôt un effet multiplicateur des capitaux culturels et économiques déjà possédés par les individus. Mais dans son article de 1973 intitulé « La force des liens faibles », le sociologue américain Mark Granovetter montre que non seulement le capital social est important pour trouver un travail, mais il ajoute en plus une dimension supplémentaire à l'analyse en montrant que c'est en particulier les liens faibles qui permettent réellement d'avoir accès à une information nouvelle et de réussir à tirer son épingle du jeu en termes de recherche d'emploi. Justement parce que les informations qui arrivent par le biais des liens forts sont souvent redondantes. Granovetter montre qu'il y a bien un effet propre du capital social puisque 56% des personnes de son échantillon ont trouvé leur emploi grâce à leur réseau, et ce chiffre monte même à 76% pour les très hauts revenus. Cependant, on a aussi pointé certaines limites de la force des liens faibles parce que l'efficacité du réseau social pour trouver un emploi dépend aussi très fortement de l'organisation du marché du travail, et il se trouve qu'il est moins efficace dans d'autres pays pour les femmes ou pour les milieux sociaux les moins favorisés. Du coup, on est quand même en droit de se demander si finalement c'était pas fondé de considérer le capital social comme un effet multiplicateur des autres formes de capitaux, puisqu'il ne semble jamais marcher aussi bien que pour les hommes blancs de haut revenus. Et finalement, même si tout le monde utilise son capital social pour accéder à des ressources, ce sont principalement les liens faibles qui comptent, et ce dont on s'aperçoit facilement, c'est que ce sont largement les cadres, donc ceux qui ont le plus gros capital économique et le plus gros capital culturel, qui se constituent le plus facilement un réseau de liens faibles, des connaissances grâce au travail ou des amis d'amis. Il n'est donc pas étonnant de constater que ce sont eux qui tirent le plus grand parti de leur capital social. Et de fait, on voit même se poser plus largement un problème d'inégalité d'accès aux emplois les mieux rémunérés. Puisque, comme on l'a montré, c'est précisément pour ces emplois qu'on fait le plus appel au réseau social pour embaucher. Et comme on a toujours dans notre réseau social des individus qui nous ressemblent, on semble voué à tourner avec le même type d'individus pour le même type d'emploi. Granovetter a bien mis ce problème en évidence, et il pense qu'une solution qui passerait par plus de discrimination positive pourrait être à la fois facile à mettre en place et très efficace, et que ça permettrait de contrecarrer l'effet autoréférencé des réseaux personnels pour le recrutement des cadres. Je lui laisse donc les derniers mots pour expliquer sa façon d'envisager d'éventuelles solutions. People will still continue to trust people they know better to find out about places they might work and about employees they might hire than they will some impersonal source that is online. But one of the consequences of that is that if there is a group that has very poor representation in an occupation or in some sector of the labor market, then it's going to be hard for that group to break in. One way that social policy can be efficient, as well as not just effective, but even efficient, is if it makes use of natural social network processes that people are going to engage in anyway. So if white males can use social networks to bring more white males into their firms or into their industries, into their professions, then they have an unfair advantage. Because if there are no such people who are black or Asian or some other ethnic or racial group who are already in the company, then there is a disadvantage there that has nothing to do with qualifications and that just has to do with the history of why those people aren't in there in the first place. Affirmative action can prime the pump by putting a small number, however many people, into that segment of the labor market who are in this underrepresented group. And once those people are there, they can then do what comes naturally to them, which is to bring the people they know into the company in the way that everyone else does.
Et voilà, cet épisode de Socio Classique est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Je suis désolé si vous êtes frustré par mon rythme de publication, j'adorerais moi aussi sortir des vidéos plus souvent, mais je dois équilibrer ma vie professionnelle avec ma vie sur YouTube, ce qui fait que je fais mes vidéos sur mon temps libre et bah du coup j'ai jamais le temps. Mais c'est pas par manque d'idées ou par manque d'envie en tout cas. Je vous fais des bisous, j'espère vous retrouver dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!